Et merci Ilios Kotsou d'avoir répondu présent à notre invitation malgré tes nombreux engagements, parce que Ilios Kotsou, non seulement il est chercheur en psychologie, non seulement il est auteur de nombreux ouvrages dont je vous parlerai, mais aussi il est fondateur de l'association Émergence qui a une action humanitaire importante. Et donc les actions d'émergence, les journées émergence sont destinées justement à financer des actions humanitaires. Ilios Kotsou donc a des invités extraordinaires dans ces journées émergence, comme Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Christophe André et d'autres auteurs dont il pourra vous parler. Je voulais dire aux étudiants en particulier que nous avons à la bibliothèque le livre d'Ilios Kotsou, Éloge de la lucidité. Je vous conseille justement d'étudier. La FDE, à la faculté d'éducation, nous avons le livre Transmettre, donc un livre collectif auquel Ilios Kotsou a participé. Et nous avons également, nous allons commander donc le livre Se changer, changer le monde, paru en 2013. Ilios Kotsou est donc maître de conférence auprès du Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle. C'est un centre qui est à Bruxelles, c'est ça? Oui. Ensuite, il est chercheur associé à la chaire de Mindfulness, Bien-être et Paix économique à Grenoble, école de management. Et donc, je vous ai dit, il est aussi un véritable moteur culturel parce que vraiment, j'ai vu toutes les initiatives que tu as organisées. Et je me félicite pour cette action qui est non seulement théorique et dans la recherche, mais aussi dans la pratique. Et ça convient parfaitement à notre colloque théorie et pratique du CARE. Merci Kotsou d'être là. Merci. Je vais peut-être prendre ton micro. Merci beaucoup. Merci Angèle de m'avoir invité. Je suis bien content d'être là avec vous, même si les choses ne se passent pas toujours comme on a prévu. Donc, je vais voir. Au niveau de la présentation, les choses que j'avais envie de partager, en fait, c'est plutôt comme une conversation que j'aimerais bien avoir avec vous. Je l'ai préparée il y a quelques jours, je disais à Olivier, et puis 2 nuits avant, je l'ai changé, et puis hier soir, après avoir rencontré les personnes du colloque, je l'ai changé de nouveau. Et ce matin, j'aurais tellement aimé dire plein de choses différentes, et puis je vais essayer de voir comment je peux arriver en même temps à vous partager ce qui est vivant en moi et ce qui me touche aujourd'hui, et essayer de le rendre clair pour vous, et comment est-ce qu'on peut en faire une conversation. Alors normalement c'est prévu quelque chose comme une quarantaine de minutes, tu me corriges, où je parlerai, et puis vous qui me poserez des questions. Et moi je trouverais ça plus sympa que vous m'interpelliez quand vous voulez. En fait, n'attendez pas le moment des 40 minutes. Si à un moment vous avez envie de dire quelque chose, eh bien allez-y. Et moi je me permettrai peut-être à un moment de décaler votre question si dans la suite de ce que je vais dire, la réponse viendra. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça sera plus vivant d'avoir une conversation ou d'avoir quelque chose juste dans un sens. Alors, je ne me suis pas mis sur le bureau pour être plus grand que vous, mais je suis tellement petit que si je reste derrière, vous verrez que le bout de ma tête. Et c'est pas très chaleureux en fait dans quelque chose qu'on va parler du CARE, de me cacher derrière un bureau pour vous parler de ça. Et donc j'ai l'impression d'être un peu plus proche de vous. Et peut-être des personnes qui nous regardent, s'il y en a quelques-uns qui nous regardent là, je leur dis bonjour aussi. Alors cette question du CARE, pour moi, il me semblait difficile de parler du CARE sans aller voir le contexte dans lequel on parle. Et le contexte, c'est quand même un contexte assez difficile pour beaucoup d'êtres humains. Et si on regarde le contexte en termes de santé mentale, voilà, je vous dis des chiffres, vous les connaissez tous. On sait que les problèmes de dépression, d'anxiété, tous les problèmes de malheur, de difficultés psychologiques sont d'une importance telle qu'ils seront la première cause d'invalidité, dit l'OMS, à l'horizon 2030. Et donc nous voilà dans un monde où la souffrance des êtres humains est extrêmement importante, c'est une réalité. Il n'y a pas seulement que cette souffrance psychologique, il y a aussi dans nos rues, nous ici en France, des personnes qui n'ont pas de toit. Et donc ça paraît bête à dire, mais c'est incroyable, non? Dans notre monde de richesse, où la surface financière n'a cessé d'augmenter, et quand je vous dis ça, il n'y a pas d'idéologie, ce sont des chiffres, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas des conditions de dignité pour vivre, c'est une réalité aussi. Alors, il y a dans nos parcs, à Bruxelles, dans le parc Maximilien, dans nos rues à nous, à Paris on fait mieux que dans le parc Maximilien parce qu'on essaie de les cacher, on va arroser les sacs de couchage pour que les réfugiés
qui fuient des circonstances tragiques de guerre, de climat et ainsi de suite, aillent se mettre un peu plus loin pour ne pas nous déranger en fait, parce que ce serait un peu dérangeant qu'ils apparaissent trop dans l'espace public parce qu'on se sentirait obligé peut-être de faire quelque chose. Et si vous trouvez que j'exagère, vous pouvez me le dire tout de suite, hein, il n'y a pas d'idéologie là-dedans non plus. Allez à Paris, allez dans nos rues et c'est ce qu'on voit. Et donc ça existe, donc on parle du Caire, c'est bien, mais de quoi parle-t-on? Alors le rapport d'Oxfam, c'est intéressant de revenir au rapport d'Oxfam régulièrement. Le rapport d'Oxfam nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a 8 personnes sur la planète, alors je vais prendre les 8 ici. Donc la première rangée, vous êtes à 8. Et donc ces 8-là possèdent autant de richesses que les 3,5 ou 6 milliards les plus pauvres sur la planète. Et donc ce sont des chiffres encore. Et l'idée, c'est pas qu'il faudrait pointer le doigt sur les 8, mais dans quel monde vivons-nous qui fait qu'il y a ce premier rang-là qui possède autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et dans cela, il y a en ce moment des enfants qui meurent de faim, de maladies, ainsi de suite. Et il n'y a pas de culpabilisation, hein, c'est juste, voilà, si parmi nous, il y a des parents, imaginez ce que c'est d'avoir un enfant. Moi, je vois bien ce que c'est. Ma fille a 4 ans et demi aujourd'hui. Et je voudrais tellement, comme tous les parents, faire quelque chose, mais c'est juste pas possible. Je n'ai pas les moyens. C'est pas que je ne suis pas assez courageux. C'est pas que je ne suis pas assez forte. C'est que je ne peux pas prendre soin de mon enfant parce que j'ai pas les moyens. Et donc voilà. Et 3,6 milliards, il y en a 8 qui possèdent autant qu'eux. Et donc, est-ce que ce n'est pas quand même le symptôme d'un monde assez déséquilibré? Alors on peut continuer, hein, vous mettre de bonne humeur. Moi, il paraît que je fais des études sur le bonheur. Du rapport d'Oxfam, on peut aller au rapport WWF qui nous dit, c'est encore des chiffres, qui nous dit que sur les 40 dernières années, en termes de biodiversité, c'est catastrophique, et qu'en termes de biodiversité animale, je pense qu'il y a quelque chose comme 60% du nombre de ces animaux-là qui ont disparu. Et c'est encore plus grave dans certaines sous-catégories, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et puis on peut voir l'état de la planète. Voilà, et de nouveau, il suffit d'aller lire quelques articles comme ceux de Johan Rockström sur les limites planétaires qui nous disent que dans de très nombreux domaines, on a dépassé des limites importantes qui préservent un équilibre qui est utile à la survie des humains, d'une partie des autres qu'humains, d'une partie des animaux, comme on vient de dire, qu'on impacte, et ainsi de suite. Et l'ensemble de tout ça, puisqu'on sait que les déséquilibres climatiques, économiques, et ainsi de suite, sont toutes des choses qui sont en lien les unes avec les autres, et vont faire évidemment donner des situations où des personnes dues à des déséquilibres climatiques et des problèmes économiques et ainsi de suite vont se retrouver, comme je l'ai dit, dans cette situation-là. Voilà, c'est quand même assez dramatique, et moi je pense que c'est très important de prendre le temps de s'arrêter là-dessus, encore une fois, même si on le sait, parce que sinon de quoi aurais-je, je veux dire, voilà, je serais un allumé total en fait. Je viens ici vous parler du Caire, de l'esprit, de la méditation et ainsi de suite. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est pas un bobo bio méditant psychogazeux qui vient nous parler encore d'une méthode de développement personnel, j'en parlais avec Olivier, qui serait très bien dans cette idéologie néolibérale qui nous dit vous êtes vous responsable de votre état et donc méditez, le monde ira mieux. Donc ça pourrait, on pourrait le voir comme ça, et ça serait alors dramatique, hein, on parle du Caire et puis et c'est pas mon idée évidemment, et je me suis dit, et j'ai parlé de nouveau avec Olivier, je me dis ce serait tellement plus intéressant de parler avec lui, donc j'espère qu'on aura un petit moment après tous ensemble, en se disant, bien sûr mon propos n'est pas là du tout, mon propos est bien sûr de vous parler du Caire, de l'esprit, mais de partir et de revenir à la politique, et de revenir à la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Alors bien sûr Delacroix représente ça, mais je trouve que c'était plus joli, 1700 c'était plus vivant, peut-être plus joyeux que le tableau de Delacroix qui était un peu guerrier, ceci dit. Et donc, bien évidemment, et vous pouvez me corriger, puisque c'est ton congrès, tu peux me corriger directement si je me trompe, mais on parle ici du Caire et de la fraternité. Donc, est-ce que le Caire, ce n'est pas une éthique et une politique de la fraternité, quelque part? Et de la fraternité qui inclurait dans le Caire les autres qu'humains, les animaux, le vivant, la nature, bien sûr. Parce que sinon, fraternité, parfois, on pourrait oublier les autres qu'humains dans la fraternité. Donc, si on est dans une discussion éthique et politique du prendre soin, c'est essentiel. Et en réalité, si on pouvait ne parler que de ça, et surtout vivre ça, aujourd'hui, ce serait le plus important. Le reste, pour moi, je m'en fiche, en fait. Je préférais un monde où on n'a pas besoin de psychologues. Ça serait génial qu'on n'en ait pas besoin. Donc, je ne prêche pas pour la psychologie ou la méditation. Ce serait tellement bien de ne pas en avoir besoin, parce que ça veut dire que tout le monde irait tellement bien que ces questions-là ne se poseraient plus. Mais voilà, il suffit de revenir quelques slides en arrière, on sait que ce n'est pas le cas. Et donc, ma question d'aujourd'hui avec vous, c'est quelles sont les conditions qui permettent cette fraternité-là ?
Et si on revient de nouveau à liberté, égalité, fraternité, je pense que c'est pas pour rien que c'est dans cet ordre-là. En tout cas pour moi, l'ordre il est tout à fait juste, c'est que la liberté et l'égalité sont les conditions de la fraternité. Et que, alors bien sûr évidemment, il n'y a pas de pensée linéaire à avoir, on peut prendre tout de... Chaque entrée est intéressante et utile, mais moi je choisirais de prendre l'entrée liberté, égalité, fraternité. Et non pas liberté comme étant quelque chose de donné, parce que je pense que la grande erreur, ça serait de dire, mais voilà, nous sommes tous libres. D'ailleurs, les chômeurs sont libres, ils sont tellement libres que s'ils sont chômeurs, c'est de leur faute. Il faudrait qu'on les active un petit peu pour qu'ils soient un petit peu moins chômeurs, un peu moins paresseux, et ainsi de suite. Il n'y a aucune étude scientifique que je connaisse aujourd'hui qui viendrait corroborer ça. Ni en psychologie, ni en économie comportementale, et ainsi de suite. C'est insensé. Et en termes de liberté, je pense que la première liberté à investiguer, c'est notre liberté personnelle. Est-ce que nous avons, moi, vous en tant qu'homme, que femme, ou qu'autre, parce qu'on pourrait dire qu'il y a les hommes et les femmes, peut-être que personne ne se reconnaît ni dans homme et dans femme, est-ce qu'on a cette liberté-là d'aller vers la fraternité? Et si on ne l'a pas, comment fait-on pour regagner la liberté de construire une société plus fraternelle, et donc d'avoir une action politique et collective vers un monde de fraternité? Et j'ai pris quelques études que j'ai trouvées très frappantes, vous connaissez peut-être, et celle-ci, celle de Wilson et de son équipe, je la trouve tout à fait géniale. Et elle interroge d'une certaine manière notre capacité de liberté. Ici au niveau individuel évidemment, puisque c'est intéressant de se dire, le monde de chacun commence là où nous sommes. C'est une platitude ce que je vous dis, votre monde commence là où vous êtes, non ? Notre monde apparaît dans une conscience qui est là où nous sommes, et évacuer la question de cette conscience personnel, c'est une mauvaise idée, même si on ne peut pas évacuer non plus la question de la construction collective d'un monde de fraternité, évidemment, ce sont les deux. Donc commençons par l'individu. Alors Wilson et ses collègues se disent, dans quelle mesure est-ce que l'être humain est capable de passer du temps avec lui-même ? C'est une question même intéressante, non ? Est-ce que vous avez la liberté de passer du temps avec vous-même et quels vont être les comportements qui vont se déclencher lorsque vous passez simplement du temps avec vous-même, sans aller dans la méditation encore. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Une série d'une dizaine d'études qui vont toutes se ressembler, où il va demander aux individus de prendre, alors c'est entre 6 et 10 minutes, je vous passe les détails qui ne sont pas tellement importants, mais en disant, la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne rien faire. D'ailleurs, Pascal disait déjà que la chose la plus difficile pour un être humain, c'était d'être dans une chambre à ne rien faire, et que tout le malheur des hommes venait du fait de ne pas être capable d'être dans une chambre à ne rien faire, et ce que nous dit Wilson, vous allez le voir. Et donc, dans ces études, c'est des jeunes aux moins jeunes, des hommes et des femmes, et vous allez voir qu'il y a une différence de genre ici importante, mais pour l'instant au début, et montre que les êtres humains n'aiment pas trop ne rien faire, et que souvent ils occupent leur temps, donc ils essaient d'occuper leur temps à autre chose qu'à ne rien faire. Alors on leur donne le droit de penser, ceci dit, parce que vous n'imaginez pas les résultats de l'étude, si on avait dit vous ne pouvez même pas penser, ils ont le droit de penser mais juste de ne rien faire. Alors l'étude, elle trouve son apogée vers la fin, quand à un moment on va demander aux personnes qui sont là, on leur donne des stimuli, par exemple de très belles images de la nature. On leur dit est-ce que c'est agréable ou pas, et puis on leur inflige des chocs électriques et on leur demande est-ce que c'est plaisant ou pas. Et évidemment, ils vont dire que les images sont plaisantes et les chocs électriques sont déplaisants. Et puis on leur dit voilà, pour la dernière partie de l'expérience, rentrez chez vous, passez ce moment à ne rien faire, mais vous avez le droit de prendre avec vous le matériel de l'expérience, et donc la machine à infliger des chocs ou les stimuli agréables. Et l'expérience montre que, on demande ensuite aux personnes, j'espère que vous me suivez toujours, lesquelles d'entre elles seraient prêtes à payer quelque chose comme 5 € pour ne pas recevoir les chocs électriques, c'est très important. Ces personnes-là, qui étaient prêtes à payer une somme très modique, mais somme toute, mais quand même prêtes à payer pour ne pas recevoir les chocs, rentrent chez elles avec ce matériel qu'ils peuvent utiliser. Et 64% des hommes de l'expérience préfèrent s'infliger des chocs électriques pendant ces 10 minutes, plutôt que de passer du temps à ne rien faire. C'est-à-dire que l'inconfort d'être avec soi-même est tellement important qu'on préfère, parce que c'est ce que l'expérience montre, s'infliger des chocs électriques. Alors imaginez dans une situation sans enjeu, sans tension, à quel point la méconnaissance de notre propre esprit nous amène à avoir des comportements négatifs envers nous-mêmes, ce que cela donne lorsque nous sommes confrontés à des difficultés personnelles, sociales et ainsi de suite. Alors il y avait une différence de genre, c'est que les femmes étaient beaucoup moins dans cette situation de s'infliger des chocs. Alors, pourquoi c'est intéressant que les chercheurs aient demandé qui étaient prêts à payer? S'ils ne l'avaient pas fait, les gens auraient dit, mais non, les hommes sont curieux, les chocs électriques c'était simplement pour explorer. Mais non, ils savaient que c'était désagréable, ils voulaient y échapper, mais l'inconfort de ne rien faire était plus important que celui des chocs électriques. Donc, dans ces conditions-là, pouvons-nous dire que nous sommes libres, lorsque nous ne sommes même pas capables de rester 10 minutes
avec notre propre vie intérieure. C'est assez, je trouve cette étude est très intéressante. Et c'est pour ça que la citation de John Minton est intéressante, puisqu'elle dit que l'esprit est à lui-même sa propre demeure, et voilà, il peut faire de l'enfer un ciel et du ciel son enfer. Quand on amène ça à... Pardon. Excusez-moi, vous avez conclu vos propos. Pardon ? Vous avez dit conclu vos adhérents. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. C'était juste une question. Quand vous avez présenté le distinguo entre les hommes et les femmes, est-ce que dans l'expérience, ils ont sélectionné des femmes mères de famille qui avaient peut-être plein de choses à faire quand elles rentraient chez elles Non, alors, ceci dit, on ne voyait pas de différence du fait de ne... C'est une proportion égale, de ne pas aimer, ne rien faire, et ainsi de suite. La différence qu'on voyait, c'est que les femmes étaient beaucoup moins nombreuses à s'infliger des chocs électriques. C'est-à-dire, alors, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pour les femmes, c'était moins anxiogène de passer justement du temps à ne rien faire. C'est-à-dire que les femmes dans l'expérience, en tout cas ce qu'on peut dire, étaient... Voilà, elles n'avaient pas ces comportements autodestructeurs, en tout cas dans une mesure beaucoup moindre que les hommes. Alors les conclusions, on peut en tirer, et après on peut tirer des hypothèses de ça, en tout cas, c'est ce que montrent les données. Pourquoi ? Voilà, on peut y réfléchir beaucoup, mais je n'ai pas d'hypothèse claire à ce niveau-là. Mais c'est important de le dire, parce que sinon, je ne vous raconterai pas l'expérience comme elle est. Parce que sinon, le chiffre est très impressionnant, 64%, mais il était beaucoup moins important chez les femmes. Oui. Peut-être aussi qu'il y a une relation au temps qui est particulière, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut toujours foncer. Tout à fait. Le temps, on aurait l'impression de perdre du temps. Complètement. Oui, la pression du temps est un élément très important. Il va venir dans l'expérience que je vais vous partager ici, que vous connaissez certainement tous et toutes, qui est une expérience des plus connues de la psychologie sociale, qui est celle de Bateson et celle qu'on appelle celle du bon samaritain. Et la question est la même. Je vous rappelle ma question, qui est: sommes-nous libres ? Quand bien même voudrions-nous installer une société de fraternité, sommes-nous libres de le faire ? Quand je parle d'une liberté pragmatique, je ne parle pas de la liberté en tant que théorie, qu'on est tous libres, non. Est-ce que réellement, dans la situation... Et je vous passe le détail de dire, on ne poserait même pas la question de se dire de quelqu'un qui n'a pas les moyens de se nourrir, ou nourrir ses enfants, alors ce serait surréaliste. Je veux dire, donnez-lui un toit d'abord, et donnez-lui à manger d'abord, et puis on se posera la question de sa liberté après. Je veux dire. Mais là, je ne parle même pas de ça. Je dis, quand bien même vous auriez à manger, un toit, des conditions, pas de dictature, ce qui n'est pas le cas d'une énorme partie de la planète, mais quand bien même tout ça, même là, serions-nous libres ? Et donc Bateson se pose cette question-là, et qu'est-ce qu'il va montrer ? Je vous résume l'expérience de manière très simpliste, évidemment. Bateson va prendre des étudiants en théologie, à qui il va demander de travailler sur la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez, c'est peut-être vraiment la parabole qui illustre le plus cette forme d'altruisme désintéressé. Le bon samaritain donne de son temps, de ses ressources pour aller aider quelqu'un de manière désintéressée, alors que les notables de l'époque ne font rien. Et donc, les étudiants doivent travailler sur cette parabole-là, et puis doivent traverser le campus pour aller enregistrer de l'autre côté leur travail, qui fait partie de leur travail d'études. Et sur le chemin, que va-t-on faire ? On va mettre une personne qui a besoin d'aide, ça pourrait être une vieille dame qui est là et qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide. On ne peut pas ne pas la voir, la situation exclut un danger potentiel, et on va simplement mesurer quelle proportion des étudiants s'arrêtent pour aider, c'est tout. Et qu'est-ce que Bateson montre ? Il montre qu'il n'y a que 60 et quelques % des étudiants qui s'arrêtent. C'est quand même frappant. Voilà des personnes qu'on a sensibilisées à l'altruisme, et qui pourtant, 40% d'entre eux pratiquement ne s'arrêtent pas. Est-ce que ça nous montre le côté noir de l'âme humaine, comme certains aimeraient le dire ? Non. Quelles sont les hypothèses principales de cela ? Vous les connaissez, non ? Nous sommes occupés à autre chose, en fait. C'est-à-dire que leurs ressources cognitives sont mobilisées par le fait d'aller faire autre chose, et donc elles passent à côté. Et quelle est l'histoire qu'on va se raconter pour justifier qu'on passe à côté ? Parce qu'il faut bien qu'on se raconte une histoire. De la même manière qu'on se raconte l'histoire que les chômeurs le méritent, ou que les Grecs le méritent, ou que bientôt ça sera les autres qui le méritent, évidemment, et qu'on ne peut quand même pas aider tout le monde de ces réfugiés qui viennent ici. Il faut qu'on se raconte une histoire pour justifier nos comportements. L'histoire que se raconte la plupart des personnes, c'est quelqu'un d'autre va le faire. Et donc, je ne peux pas aider, mais quelqu'un d'autre viendra le faire. Quelqu'un d'autre viendra sortir l'enfant en train de griller dans la voiture, au soleil, sur le parking du supermarché. Ce n'est pas que les gens soient inhumains et que l'enfant meurt, comme chaque année il en meurt. C'est qu'on passe à côté, mais qu'on se dit que quelqu'un d'autre, bien sûr, le verra, ou que le parent va arriver, ou quelque chose. Et donc, c'est ce qui nous permet de ne pas agir, parce que sinon nous le ferions. On sait, de très très nombreuses études montrent que la plupart d'entre nous avons plutôt tendance aux comportements prosociaux, et ceci surtout en situation de crise, et ainsi de suite, parce qu'elle ne dure pas trop longtemps. Je vous passe un étude à la Nouvelle-Orléans qui montre que en situation de catastrophe,
la majorité des êtres humains se comportent de manière décente, altruiste et généreuse. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'alors que nous aimerions tellement nous comporter comme ça, les contextes collectifs et individuels, les deux, font que nous ne le faisions pas. Alors c'est terrible chez Bateson, la pression du temps. Il suffit de mettre une pression du temps, en disant vous êtes déjà en retard, pour que les comportements altruistes chutent de 60 et quelques % à 10%. Vous vous rendez compte qu'une simple manipulation de pression du temps qui caractérise nos sociétés modernes va faire chuter des comportements altruistes. Et la question que je me pose toujours, c'est par rapport à moi et vous ici. Lequel d'entre nous ne dirait pas, je viens tout de suite à vous, ne dirait pas, bien sûr, ce serait important d'aider un vieil homme, une vieille femme là dehors, qui en pleine journée, qui a besoin d'aide. Mais est-ce que nous le ferions si juste avant on reçoit un coup de fil qui dit notre maison est en flammes sans que quelqu'un est en risque dedans, juste ça, ou quelqu'un nous dit dans l'entreprise il y a un énorme problème dans lequel vous travaillez, ou vous risquez, il y a je sais pas moi, la banque dans laquelle toutes vos économies sont mises, on vient d'apprendre dans les nouvelles qu'elle est en faillite. Est-ce qu'on s'arrêterait encore? C'est comme une question intéressante à se poser par rapport à la liberté que l'on a vraiment. Et donc si la liberté n'est pas donnée, comment fait-on pour la gagner? Oui, mais alors il y avait, je pense qu'il y avait deux personnes, je ne sais plus. Oui. Il y a juste quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. Vous faites référence à l'homme avec un grand H. Moi, je pense que c'est quand même une culture très ethnocentrée sur nos cultures occidentales. C'est quand même beaucoup de cultures qui sont basées complètement. sur le collectif. Oui, d'accord. C'est quand même une distinction importante à faire. Oui. Et en fait, ma question, c'est est-ce que justement on a un petit peu étudié ces mêmes phénomènes de façon transculturelle? Alors, je ne pourrais pas répondre et je vais choisir de ne pas rentrer dans la question transculturelle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et donc, le reconnaître, et donc c'est important de le nommer, indispensable, j'aurais dû le faire, mais en même temps, comme ce n'est pas mon domaine d'expertise et que ça nous amènerait dans une complexité qui serait pas possible à aborder dans un temps aussi court, et en même temps, je suis une personne occidentale, devant un auditoire de personnes occidentales, dans un monde où l'Occident prend une place de plus importante et où une grande partie des dommages infligés aux humains, à la planète et ainsi de suite, et c'est pas une question de se flageller, je sais pas quoi, c'est de reconnaître les choses. Elle est due en grande partie à notre monde occidental. Donc en s'adressant au monde occidental et en remettant en question ce type de pensée occidentale, je pense qu'on fait une bonne chose. Ce n'est pas de nier qu'il n'existe pas ailleurs, mais quand même, moi j'en fais partie, et donc en reconnaissant notre responsabilité, allons voir les causes et les racines de ce qui s'est passé là. Les causes et les racines, mais je pense que on est dans un colloque où justement on réfléchit à comment questionner tout ça. Oui. Et je pense qu'on a aussi à apprendre à complètement. sortir de ce référentiel oui. de société occidentale. Je pense que vous êtes familier avec l'univers de l'humanitaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend aussi d'autres sociétés qui sont conçues sous d'autres modèles socioculturels. Je suis d'accord. Et pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre. Le fait de questionner le mode qui nous amène, par exemple, à ne pas être libre et à ne pas agir, n'est pas en contradiction avec le fait de s'ouvrir, de ne pas être complètement occidentalo-centré, ainsi de suite. Les deux, je trouve que les deux vont très bien ensemble. C'est une réflexion importante, mais c'est un choix que je fais de ne pas rentrer là-dedans. Sinon, ça pourrait devenir un débat, un grand débat d'idées intéressantes. Mais alors, je sortirait de mon objectif qui est malgré tout, en partant des idées, d'aller aborder la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et en quoi cette éthique du cœur et le cœur de l'esprit nous amène à pouvoir peut-être nous comporter de manière différente. Voilà, c'est ce qui est quand même le but que j'ai avec vous. Et donc je vais... moderne et société occidentale. Ça a souvent le problème que les sociétés non occidentales sont pas modernes. Je suis complètement d'accord avec vous, et donc l'idée, je vous proposerais de prendre ça comme acquis et de remettre en question tout ce que j'ai dit là en le mettant, et que si jamais je ne le dis pas à chaque fois, c'est simplement une maladresse de ma part. Donc je suis 100% d'accord avec vous. Et d'ailleurs je suis d'accord avec vous de le remettre en question par rapport à l'Occident, à la modernité, au genre et aux genres autres comme et femmes, au fait d'exclure les animaux, aux autres humains. Donc je dis prenez le tout, et à chaque fois que je ne le mets pas clairement en perspective, c'est simplement une maladresse de ma part. Mais donc ne me le rappelez pas à chaque fois, parce que sinon je n'aurai pas d'assez de 40 minutes. Mais je suis complètement d'accord avec vous, et j'assume que c'est une maladresse. Donc assumez que c'est une maladresse si jamais je ne le dis pas à chaque fois. Oui. Par rapport aux valeurs, puisque vous faites référence aux valeurs de la République française, depuis 1905, il y a aussi la solidarité et la laïcité comme valeur. Et par rapport aux questions qui sont soulevées à l'éthique du cœur, je me demande si considérer la solidarité plutôt que la fraternité, ça ne serait pas plus pertinent. Et en particulier la solidarité consciente.
C'est-à-dire, si on part du principe qu'il y a une solidarité de fait entre les êtres, que si le fait qu'il y ait les 8 personnes là qui soient les plus riches n'est pas étranger au fait qu'il y ait autant de personnes qui soient plus pauvres à un autre côté de la planète, cette solidarité, elle est faite, c'est une interdépendance, mais elle n'est pas forcément consciente chez Je suis complètement d'accord. Je serais, par contre, pour ces questions-là, je préférais qu'on les aborde à la fin, parce que sinon, puisque ces questions-là sont en lien avec l'ensemble des 3 éléments que j'ai choisi arbitrairement comme fil, qui est un fil de mon exposé. Parce que sinon, je vais repartir à la fin de l'exposé, donc je vous ai dit que je me permettrais de ramener des questions vers la fin, et c'est là que je préfère l'avoir à la fin. Quand elles sont de clarification du propos, comme la question de la pression du temps, elles me permettent d'illustrer. Quand elles viennent déjà pour le tout, parce que là vous parlez du tout et je suis complètement d'accord, en plus je suis complètement d'accord avec vous à 100%. Et donc gardez-la et on y revient à la fin, la question de la solidarité. Et donc je reviens à la question de Bateson et du bon samaritain. Comment un changement de contexte très simple fait que, alors que nous aurions voulu aider, alors que nous aurions aidé, nous ne le faisons pas. Et donc ça montre que notre liberté est assez contrainte, qu'elle n'est pas donnée, mais que c'est quelque chose que l'on peut peut-être conquérir. On voit dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire dont on parlait, il y a énormément de personnes qui sont mues, non seulement comme tous les êtres humains, par une générosité, mais là, particulièrement, et pourtant, regardez les dérives qu'on trouve dans l'humanitaire, justement, ici un exemple, ce qui se passait chez Oxfam, et on peut se dire, tiens, quelqu'un qui n'a justement pas une connaissance de son propre fonctionnement et qui ne sait pas comment ça peut se passer sous la pression, les liens entre ses émotions, ses sentiments, la pression du contexte et ainsi de suite, peut en arriver à avoir des comportements à l'opposé de l'éthique, non pas parce que la personne est mauvaise en elle-même, mais simplement parce qu'elle n'a pas su comment réagir dans un contexte où ça déclenchait un certain nombre de réactions en chaîne qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne maîtrisait pas. Justement, dans la présentation d'hier, alors c'est la vôtre, alors je ne sais pas très bien comment prononcer votre nom de famille, pardon. Ah bon ? Oui. Agege. Agege. La présentation de Madame Agege, je pense qu'elle a parlé de la question de l'ego et des racines d'une situation ou des difficultés que l'on vit aujourd'hui et comment est-ce qu'on pouvait envisager cette chose différemment. Et donc je ne vais pas refaire la présentation qui a été faite hier, mais en revenant en se disant que dans la conception que nous pouvons avoir de qui nous sommes, en revenant à qui nous sommes, on peut voir le moi ou le jeu de manière très très différente. Et donc on peut envisager un moi qui serait ce qu'on va appeler le moi narratif, c'est-à-dire que Ilios, qui il est uniquement le produit de l'histoire qu'il se raconte, de l'histoire que lui racontent les autres, de l'histoire que lui racontaient ses parents, sa société, le contexte culturel et ainsi de suite dans lequel il est. Et donc ce moi personnel, séparé des autres, c'est une certaine vision de qui je suis. Alors on pourrait discuter en disant qu'elle n'existe pas, qu'elle soit limitée et qu'elle amène des comportements étonnants, je serais d'accord, mais elle existe à un certain niveau, puisque j'ai le sentiment d'être moi. Rien que pour ça, ce moi narratif a une certaine existence dans la vie des êtres humains et une certaine utilité. Une certaine utilité de savoir que, rien que pour se comporter de manière sociale, de savoir qui vous êtes, votre métier, l'endroit où est votre maison et ainsi de suite, il y a à un certain niveau, cette question du moi narratif est utile. Et en même temps, ce même moi, qui se voit comme étant isolé et coupé des autres, amène un certain nombre de mécaniques qui ont été abordées déjà, je pense, dont une qui est une réification, c'est-à-dire que nous allons nous chosifier, et nous allons chosifier le monde. Et nous allons, en nous traitant comme étant une chose, séparée, coupée, nous allons traiter les autres, le monde, la nature, l'environnement comme des choses, et donc nous allons instrumentaliser le monde. On va instrumentaliser les relations humaines, mais on va aussi instrumentaliser la planète, et je ne dois pas rentrer là-dedans, tout le monde connaît très bien la question des ressources, hein. C'est terrible, la question de ressources humaines. On va exploiter les ressources humaines dans les organisations, on va exploiter les ressources de l'environnement, et ça donne les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a aussi d'autres manières dans cette connaissance de soi d'aborder la question de qui nous sommes, et qui est de se rendre compte peut-être que ce n'est pas la seule manière d'aborder cette question de l'esprit, et qu'on va la voir d'une autre manière. Et donc la méditation, ici, nous invite à explorer qui nous sommes de manière beaucoup plus expérientielle, et donc nous invite à une autre référence, nous invite à une autre exploration de soi. Je vais revenir à la question de la méditation juste après, en disant que cette question
du moi, du je et du narcissisme, en fait, elle a été explorée dans tous les domaines. Évidemment, de comment le fait d'être trop centré sur ce moi n'est pas positif pour la personne en termes de santé mentale, mais aussi comment elle nous amène, évidemment, à avoir des comportements négatifs, même envers la nature et l'environnement. Alors, il y a des études qui montrent que le narcissisme est mauvais dans la manière dont nous traitons les biens communs. Je ne vais pas vous rentrer dans l'expérience, mais elle est là. Et puis, cette question aussi, cette manière très égoïste de voir le monde, nous amène aussi dans une culture, une société de compétition, où je vois moi et mon intérêt comme étant opposés aux autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est que chacun d'entre nous essaie absolument d'avoir la position la plus confortable possible, parce que si je ne suis pas au sommet, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Évidemment, je vais être exploité par les autres. Et donc, nos sociétés de compétition, et cette compétition qu'on voit depuis l'école, évidemment, dans un monde où chacun est poussé à une forme d'excellence en comparaison aux autres. Ah, ce que je vais vous montrer, ce n'était pas ceci. Voilà à quoi nous mène peut-être le monde de la compétition et des hiérarchies, ici, dans le monde des organisations. C'est une image que j'ai piquée à mon ami Gauthier Chapelle, que je trouvais assez parlante. Pardon. Alors, si en étant suridentifiés à une vision très égocentrique de qui nous sommes, ce moi coupé du monde et des autres, nous amène quelque part à une forme de dureté envers nous-mêmes et de dureté envers les autres, et peut-être à une forme d'isolation, parce que pour finir, nombre d'entre nous se sentent isolés, c'est ce qu'on voit dans la société. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme manière d'entrer en relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde? Alors c'est ici que rentre cette question peut-être du care de l'esprit, de la connaissance de soi, qui n'est pas nouvelle, elle a beaucoup plus que 2500 ans, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a 2500 ans, là où on trouve Bouddha, là où on peut trouver dans la pensée chinoise, dans la pensée de très nombreux pays, on trouve aussi Socrate évidemment, avec cette injonction qui est « connais-toi toi-même », et donc comment cette connaissance de l'esprit peut nous amener à nous comporter différemment. Ça fait combien de temps que je suis en train d'échanger avec vous, Angela? 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Okay. C'est parfait. Et donc, pendant les 10 minutes qui me restent, comment est-ce que je vais passer de ça pour les 10 minutes qui nous restent? Je vais essayer de le faire de manière pragmatique. Alors qu'est-ce que nous propose cette question du care de l'esprit, qui est en quoi cette connaissance de l'esprit qu'on trouve par exemple dans la méditation, qu'elle soit de pleine conscience ou autre, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet, je pense, au moins trois grandes propositions. Elle nous dit, dans ce monde de suridentification, comment est-ce que nous pouvons, en tournant le regard sur nous-mêmes, ce qu'on peut appeler cette manière de pleine conscience. Je crois que la plupart d'entre vous sont familiers aujourd'hui avec cette forme de méditation qu'on appelle de pleine conscience. Avoir une vision beaucoup plus claire de comment fonctionne notre esprit et donc des relations qu'il y a entre nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Et comment, en ayant cette conscience très claire et pragmatique de cette dynamique pensée, sentiment, comportement, nous pouvons trouver à l'intérieur une forme de liberté et donc un espace entre le déclenchement, alors comment l'environnement extérieur va déclencher en nous des pensées et des sentiments, et comment il peut y avoir un espace entre ça et les comportements que nous mettons en place. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. C'est-à-dire comment, plutôt qu'être le jouet de contingences intérieures et extérieures qui nous amènent à agir de manière contraire à ce que nous voudrions faire, nous trouvions en nous une liberté qui nous permette d'agir de manière juste. C'est-à-dire que lorsque nous voulons aider, comme dans le monde samaritain, nous puissions être libres d'aider. Et lorsque nous voulons nous montrer solidaires, nous puissions être libres d'être solidaires. Alors ce n'est pas la seule chose évidemment. Il y a une proposition aussi qui est comment, par cette connaissance de l'esprit, nous pouvons reconnaître notre commune humanité. Alors, l'exploration de l'esprit nous amène à comprendre qu'évidemment,
ce que nous pensons et voyons comme étant quelque chose d'individuel, de séparé, de fixe, est en fait quelque chose de changeant. Alors, les études sont très nombreuses à montrer aujourd'hui que nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos croyances changent continuellement, mais que par besoin de cohérence, nous faisons de cette chose changeante un élément fixe qu'on va appeler moi. Et donc la compréhension et la prise de conscience de non seulement de ce phénomène changeant, mais aussi de se rendre compte qu'il y a une interdépendance, donc ces liens que nous avons avec les autres et avec le vivant, amène au premier sentiment de commune humanité. Alors, la commune humanité, évidemment, je pensais interdépendance va plus loin que la commune humanité, mais la commune humanité, pour moi, est un élément d'abord indispensable. C'est de reconnaître à quel point le visage de l'autre, en fait, à quel point je peux dire en regardant quelqu'un, en regardant Olivier, ou en te regardant toi, de reconnaître quelque chose de tout à fait commun, et quelque part, je suis toi, et tu es moi, et que nous partageons quelque chose de commun. Et je pense que ce passage de commune humanité, par l'ouverture à mes propres sentiments, donc tout le travail qu'on peut faire sur la réconciliation avec ses émotions, l'empathie et la compassion, me permet cette commune humanité, et on passait de liberté à égalité, et la commune humanité amène ce sentiment d'égalité. Il n'y a pas de différence fondamentale entre chacun et chacune d'entre nous. Et s'il n'y a pas de différence, et donc il y a cette forme d'égalité, alors il y a quelque chose, je pense, d'important qui est l'égale dignité de chacun et chacune d'entre nous. Mais si je reconnais qu'il y a une égale dignité entre tous les êtres humains, mais alors tout ce dont on a parlé juste avant est inimaginable. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas imaginable dans un monde d'égale dignité qu'il y ait dans la rue quelqu'un qui n'est pas de toi. Il n'est pas imaginable qu'il y ait des réfugiés qui soient dans nos rues à Paris, ainsi de suite. Et donc, alors ici, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne part pas d'une forme de morale supérieure où, au nom d'idées, il faudrait aller aider ces personnes-là. On part d'une forme d'expérience personnelle où, en reconnaissant cette commune humanité, eh bien, c'est la seule possibilité. Il n'y en a pas d'autre que d'aller ouvrir sa porte et participer au bien-être des personnes. Alors, cette notion de commune humanité, je pense que la question d'interdépendance l'étend évidemment à toutes les formes au moins du vivant, de nous rendre compte que nous sommes en lien, pas seulement avec d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres êtres humains, mais il y a aussi tous les autres qu'humains, il y a toutes les formes de vie animale, les formes de vie végétale, et nous rendre compte à quel point nous sommes en lien et interdépendants, c'est-à-dire à quel point nous dépendons les uns des autres dans ce grand espace du vivant. Évidemment, cette pensée peut paraître naïve à un certain point de vue. Je pense que chacun d'entre nous, si on va voir l'ensemble des études scientifiques aujourd'hui qui montrent l'interdépendance entre les différentes formes du vivant, c'est-à-dire on peut le voir entre le végétal, dans le végétal, entre les champignons et les arbres, allez voir les fabuleux travaux, notamment de Gauthier Chapelle, de Pablo Servigne là-dessus, entre les humains et les autres qu'humains, entre les humains et les animaux, et entre les humains et les autres qu'humains et le monde du végétal et du vivant. Et donc cette prise de conscience de l'interdépendance, évidemment, amène à ce que cette attitude, et qui est le troisième élément, qui est la fraternité, et peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais j'avais pris comme ça, il faudrait y rajouter la solidarité, et nous amène à l'action, donc liberté, égalité, fraternité. Et dans si je reviens à nouveau à la méditation, il y a cette prise de conscience, et cette dernière qui est la douceur. Et donc comment, dans mes comportements, plutôt que cette forme de dureté, que je tourne souvent vers moi-même et puis par la suite envers le monde, je peux plutôt me tourner dans une forme de douceur envers moi-même et de douceur envers le monde, de fraternité envers moi-même, de fraternité envers le monde. Et je pense que ça commence en nous. Comment je peux faire pour observer, accueillir, identifier les parts de moi-même que je n'aime pas ? Comment je peux commencer par identifier, accueillir et soigner mes parts qu'on va appeler d'ombre, mes émotions désagréables, ma jalousie, ma colère, et ainsi de suite. Parce qu'en étant identifié, observé et accueilli, ce ne sont plus des ombres qui m'amènent par la suite à agir de manière difficile, mais ce sont des indicateurs qui me parlent de mon humanité, de ma vulnérabilité et de mon envie peut-être d'un monde différent. Et donc pour moi, il y a vraiment une question de réconciliation. Et donc le cœur de l'esprit, c'est la connaissance de soi. C'est une question de connaissance de soi d'abord. Donc, comment cette connaissance de soi amène une forme de liberté. Mais cette connaissance de soi va vers une forme de reconnaissance de notre commune humanité, et puis de réconciliation et de guérison qui m'amène à agir différemment envers le monde. Non pas par un prescrit qui viendrait d'en haut,
mais pas réellement une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Action spontanée, un élan de vie. Voilà, je pense que je le dirais comme ça, un élan de vie naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'a envie d'abîmer la maison dans laquelle il vit, et chacun d'entre nous, lorsque nous allons bien, nous prenons soin du monde qui nous entoure. Nous prenons d'abord soin de nos enfants. Swami Prajnapat, qui est un sage indien que j'aime beaucoup, il nous dit chacun d'entre nous ne fait les choses que pour lui-même, dans son propre intérêt. Et j'aime beaucoup sa pensée. Et j'aime beaucoup partir de là. Il dit, chacun ne le fait dans son propre intérêt, et la question, ce n'est pas de supprimer son intérêt dans une forme de « je dois m'oublier pour aller vers les autres ». C'est comment est-ce que je vais élargir mon intérêt par cette compréhension de comment fonctionne mon esprit. Et c'est en comprenant que je ne suis pas séparé des autres que mon intérêt doucement va s'élargir. Je vais comprendre que mon intérêt, je l'espère, ça on le comprend trop facilement évidemment, c'est aussi celui de ma communauté ici, mais que ma communauté c'est toute la communauté humaine et qu'elle comprend aussi les autres qu'humains, les animaux et la nature. Et lorsque j'ai compris que mon intérêt, c'est celui de la vie entière, que je vais agir de manière juste. Ce n'est pas parce que je vais me forcer au nom d'un idéal et d'une idéologie. Et pour moi, le cœur de l'esprit, c'est justement comment je sors de l'idéologie et de la prison des idées pour pouvoir agir, pour moi, non pas par idéologie parce qu'il faudrait le faire, mais parce que je sens que c'est la chose juste à faire. Et donc je le fais par élan de vie. C'est un peu ce que tu as dit? C'est l'élan de vie. J'avais une image, j'avais envie de vous montrer. Je vais en passer. Alors, parmi toutes ces images-là, vous la connaissez extrêmement bien, je pense celle-là, qui est passée de l'ego à l'écho, et ça nous amène, plutôt qu'à nous considérer comme étant à la pyramide, bien sûr c'est l'homme, hein, ici le genre masculin qui est en haut de la pyramide, et qui va exploiter le reste de la vie, et comme étant justement quelque part une partie du vivant en interrelation, et donc comment... En partie vivant, et ça a une conception très différente, plutôt qu'avoir une conception linéaire et binaire de la vie, on va avoir une conception beaucoup plus relationnelle. Et donc ça serait de changer, de passer d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur et un monde de relations. Et la question va être comment nous pouvons changer de relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le vivant, pour passer d'une relation de prédation à une relation de coopération. Comment est-ce que nous pouvons davantage coopérer? Alors évidemment que ça n'exclut pas pour moi le fait d'avoir de la créativité, le fait d'avoir des idées personnelles, le fait d'avoir une émulation, ça n'exclut pas, mais ça met quand même comme valeur cardinale et centrale celle de la coopération. Et on pourrait se dire que ça met le care alors comme valeur centrale. Et si on va voir du côté de la philosophie et de Kant, et des impératifs catégoriques, je pense que le care, il correspond parfaitement à la pensée kantienne. On pourrait se dire, premièrement, la règle d'or de la philosophie. Fais aux autres, ou traite les autres comme tu voudrais être traité, ne les traite pas comme tu ne voudrais pas être traité. Et on pourrait rajouter, en imaginant que tu fasses partie du plus vulnérable de la planète, parce que ça serait intéressant de bien se rendre compte de ça. Et donc, que voudrait-on d'autre que le soin, être soigné, non? Je ne sais pas si on voudrait autre chose. Et donc, règle d'or de la philosophie. Et deuxièmement, j'avais repris les impératifs catégoriques de Kant, parce que je ne les connaissais pas par cœur. Ils doivent être notés quelque part ici. Voilà. Alors, il disait « agis uniquement d'après la maxime », donc agis uniquement comme si ce d'après quoi tu voulais agir devienne une règle universelle. Est-ce qu'il y aurait un problème si le care devenait la règle universelle? Prendre soin, est-ce que si ça devenait une règle universelle, y aurait-il un problème? Apparemment pas. On peut penser dans beaucoup de particularismes, même si on pense à travail, famille, patrie, j'y vois quelques problèmes à en faire des règles universelles. Par contre, le care, en faire une règle universelle, n'amènerait pas apparemment de dérive. Alors, agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans toute personne comme une fin et pas comme un moyen. Eh bien, est-ce que le care ne nous parle justement pas de ça, de ne pas instrumentaliser le monde, mais d'être dans le soin toujours? Et la dernière, évidemment, qui était l'autonomie comme dans le principe de la dignité humaine. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait de prendre soin et la dignité de chacun et de chacune. Et donc, il me semblait en ça que le care était vraiment une valeur centrale et fondamentale dans nos sociétés. Alors, évidemment qu'il y a alors une dimension politique importante.
Qu'est-ce qu'on fait? À quoi amènent ces pratiques? Alors, on sait que, bien sûr, que la nature humaine, comme l'ont montré les travaux de Jacques Lecomte, de Mathieu Ricard, de plein d'autres, Jacques Lecomte dans son très beau livre La bonté humaine, il y a une propension, chacun d'entre nous, depuis l'enfance, à agir de manière généreuse et désintéressée. Vous connaissez ces études où un enfant très très petit, quand on lui montre, de quelques mois seulement, quand on lui montre deux petits doudous, dont un va avoir des comportements prosociaux d'entraide et l'autre des comportements d'égoïsme, les enfants tout petits, dans les moments préverbaux, vont choisir d'aller vers le doudou qui a un comportement prosocial. On sait aussi que les enfants très jeunes, lorsqu'on va cultiver, mais c'est tout le travail que tu fais, je pense, lorsqu'on va permettre par un environnement de permettre de s'épanouir cette propension naturelle à l'ouverture, l'empathie, l'altruisme, la créativité, et ainsi de suite, eh bien, ça donne des situations. Alors voilà une étude de Davidson très intéressante, où en travaillant sur la méditation d'amour bienveillant, tout au début, avant l'étude, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des petites étiquettes aux enfants qui ressembleraient à des... Alors c'est quoi aujourd'hui les... Vous savez, c'est ce qu'on trouve dans ces petites étiquettes. Des stickers, mais... J'oublie les noms des stickers les plus connus d'aujourd'hui, c'est pas grave. On donne des petits stickers et on va dire à l'enfant, tiens, mais distribue-les. Et on va voir, il peut les distribuer à qui? À un ami, à quelqu'un qui n'est pas un ami, à un inconnu ou à un enfant malade. Ça se comprend dans les différentes couleurs. Et on voit que majoritairement, l'enfant l'attribue à qui? À l'ami, à la personne qu'il connaît. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on connaît très bien dans tous les groupes humains, qui est le phénomène d'in-group et out-group. J'ai tendance à me comporter de manière très différente envers le groupe auquel je m'identifie versus le groupe auquel je ne m'identifie pas ou qui est vu comme étant le groupe extérieur. Ça commence par quelque chose de très petit familialement, mais c'est aussi aujourd'hui ce qui va se passer lorsque je vais attribuer au groupe ceux qui nous envahissent. Vous savez, ceux qui débarquent, les hordes de migrants qui vont prendre notre travail et qui vont nous agresser, ainsi de suite. L'autre groupe, on va lui attribuer un certain nombre de caractéristiques qui vont justifier le fait, par la stigmatisation, le fait de les traiter de manière injuste. Et donc, c'est une tendance qu'on va retrouver dans les groupes humains. Et on va se rendre compte que par la pratique de cette attention bienveillante, regardez ce qui se passe après ces quelques semaines de pratique, on refait l'exercice et les enfants vont donner pratiquement autant de ces stickers, de ces jouets qui sont très valorisés à tous les enfants. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là justement une forme de reconnaissance, cette commune humanité, qu'on pourrait appeler équanimité ou d'autres manières, et qui va faire que la personne va se comporter de manière beaucoup plus solidaire, et donc il va avoir un care, vraiment une attitude de care qu'on va retrouver chez l'enfant. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre le fait d'être dans cet état de pleine conscience, de connaissance de soi, et le sentiment de connexion à la nature et de prendre soin de la nature. Et donc voilà de nouveau un lien entre le care de l'esprit et le care de l'environnement. Et donc pour moi, cette question de care de l'esprit, c'est une question éminemment politique, et on en parlait avec Olivier. Et donc la question, elle est vraiment comment cette connaissance du fonctionnement de mon esprit m'amène à changer peut-être des attitudes intérieures et à habiter l'espace public et commence à participer à une manière collective, donc commence à participer à l'action collective pour un monde qui est un monde plutôt de justice sociale, parce que pour moi c'est pas un gros mot, de justice sociale, de solidarité, d'égalité et de fraternité. Et pour moi c'est vraiment une question qu'on ne peut pas évacuer, elle est importante. Et le Dalai Lama, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il dit très régulièrement qu'il est marxiste. Alors non pas marxiste en termes d'idéologie, d'être agrippé à l'idéologie, mais pour cette question d'égalité et d'égale dignité des êtres humains. Donc je pensais que c'était une image qui avait toute sa place ici. Alors, à nouveau, moi j'ai l'impression que lorsqu'on fait ce travail du care de l'esprit, on ne peut pas... Je veux dire, c'est difficile de ne pas voir cette égale dignité des êtres humains. C'est difficile de ne pas voir cette question de la justice sociale. C'est pratiquement impossible. Et de nouveau, non pas par idéologie, parce que l'idéologie, ça serait quoi? Ça serait, il faut faire le bien des autres contre leur gré, non pas parce qu'on a constaté de manière rationnelle ou de manière expérientielle que c'était important, parce que c'est décidé quelque part à une idée auquel on s'identifie. Et on a cette idée, on est capable de faire toutes les horreurs. Et donc ce n'est pas l'invitation du tout. Le care de l'esprit, c'est justement comment nous sommes conscients du fait que nos constructions d'esprit ne sont que des constructions, que nos idées ne sont que des idées, comment nos croyances ne sont que des croyances, et que par cette prise de distance-là, en touchant la question du cœur et du care,
nous pouvons agir différemment. Et évidemment que les grands mythes sont importants, nous sommes des sociétés culturelles et que la culture est importante. Et la question de savoir quels sont les mythes et quels sont les récits que nous nous racontons, elle est centrale. Et je fais de nouveau référence au travail de Cyril Dion, de Pablo Servigne, de Gauthier Chapelle, qui nous disent « Il est temps aujourd'hui de construire d'autres récits pour guider l'humanité ». Est-ce que ce n'est pas tout le travail de Jacques Leconte et de Mathieu Ricard qui nous disent « L'être humain est bon de nature ». Alors bien sûr qu'on peut discuter, mais la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est la vérité totale. D'abord, il y a des arguments pour ou contre, mais la question, c'est de savoir, lorsque nous travaillons sur ces récits-là, quel est l'impact que nous avons sur la société et vers où allons-nous. Si on prend le livre, j'aime beaucoup le travail de Steven Pinker, la question, c'est pas la question de l'idéologie, c'est comment, en partant du meilleur de chaque être humain, donc il a écrit son premier livre, The Better, alors c'est traduit comment ? La part d'ange en nous, voilà, la part d'ange en nous, où il montrait que la situation du monde allait beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Évidemment, si on prend ça de manière idéologique, on va dire, écoutez, le monde va bien, de quoi vous plaignez-vous ? Regardez tout le bien qu'on fait grâce au capitalisme ou au néolibéralisme. C'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, en regardant en quoi le monde va mieux, et en quoi la nature humaine n'est pas aussi pourrie qu'on veut bien le dire, on peut continuer là-dessus à construire pour un monde différent. En quoi, en illustrant la bonté humaine, la propension qu'on a naturellement à l'altruisme, on peut construire un monde différent, et donc non pas en termes d'idéologie, mais en termes de récit, et de récit fondateur, parce que si le récit fondateur c'est l'homme est un loup pour l'homme, et nous sommes tous des êtres égoïstes, et la seule chose que nous tentons c'est de maximiser notre propre profit, est-ce que ce récit-là nous amène à la société du Caire ? Je n'ai pas vraiment l'impression. Et donc la question, elle est moins celle de la vérité du récit, le seul qui est vrai, que celle d'une question politique qui est quels sont les récits que nous voulons investir en tant que groupe humain au service de quelle société ? Dans quel monde, en fait, voulons-nous vivre, chacun et chacune d'entre nous, et quels sont les récits qui vont nous aider à y arriver ? Et ce monde-là, ce monde de fraternité, on le trouve évidemment dans beaucoup de cultures différentes, comme Madame l'a très bien souligné, des cultures qui aujourd'hui, ou qui depuis longtemps vivent cette manière-là. Vous pensez ici le concept sud-africain de Ubuntu, où l'interdépendance est au cœur de la vie des gens. Je suis parce que nous sommes. Et donc l'existence, mon existence, prend du sens par le lien avec les autres. Et donc dans ce cas, ne se pose pas la question du fait de savoir est-ce que mon bien-être est en contradiction avec celui des autres. Mon bien-être passe par celui des autres, mon existence passe par celle des autres. Et je vous propose d'aller voir le travail aussi d'un homme extraordinaire, Satish Kumar, et du Schumacher College à Londres, qui est un disciple de Gandhi, et dont l'interdépendance est au cœur du travail également. Et puisque la question vraiment de notre existence sur Terre et de ce qui donne de la valeur, qu'est-ce qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue ? Alors, qu'est-ce qui va faire que notre vie va continuer à être possible ? C'est une question qu'on a aujourd'hui. Il y a cette question fondamentale, mais qu'est-ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue ? Je pense qu'elle est au cœur de chaque être humain. Et en même temps, aujourd'hui, vu l'état de l'environnement et de la société, se pose une autre question très très pragmatique, c'est quelles sont les conditions qui vont faire que la vie va continuer à être possible peut-être sur Terre. Et je pense que la question du Caire, elle réconcilie cette dimension existentielle et expérientielle fondamentale de nos vies, et puis cette question pragmatique de survie peut-être du vivant duquel nous faisons partie. Mes copains me disent souvent, oui, c'est pas la survie de la vie, c'est la survie de l'être humain, parce qu'ils disent, mes copains scientifiques, ils me disent, la vie se débrouille très bien sans nous, et même si l'être humain disparaît, ce serait plutôt positif pour d'autres formes de vie. Mais voilà, mais nous, en tant que groupe humain, doté de capacités de conscience, de prise de recul, et aussi doté de capacités technologiques immenses, et donc de pouvoir agir sur toutes les autres formes du vivant, nous avons une responsabilité certainement beaucoup plus importante. Que faisons-nous de notre puissance ? Que faisons-nous de la responsabilité et comment le Caire nous permet de travailler avec tout ça. Voilà. Je ne sais pas si mon tour à vous amener quelque part, j'ai l'impression d'avoir été assez confus dans tout ça, mais j'espère qu'au moins ça aura stimulé la réflexion pour les suivants. Merci Ilios. Il y a encore des questions dans la salle. N'hésitez pas, étudiants aussi, à prendre la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, j'entends. Oui, c'est important. C'est important pour YouTube, sinon on n'entend pas.
Mais non, les techniciens m'ont dit. Non, c'est pour la retransmission. L'enregistrement, c'est tout. Voilà. Donc juste merci beaucoup d'abord pour cette conférence très intéressante et documentée en bibliographie. Une petite suggestion pour l'auditoire par rapport à ces questions d'avenir possible et tout ça. Il y a une conférence que je trouve excellente sur YouTube qui s'appelle « Et si tout s'effondrait ?» de Pablo Servigne et Vincent Athlète, où il décortique un peu ces aspects-là. Et sinon, je voulais revenir sur ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est important, une manière d'éclairer ces questions aussi, qui est celle que j'utilise habituellement, c'est celle de la responsabilité. Quand vous avez évoqué l'expérience avec sur le bon samaritain, il y a une notion de se décharger de sa responsabilité sur les autres. Quelqu'un d'autre va le faire, le prochain passera. Diffusion de la responsabilité. Ça a une signification quelconque, mais le pourcentage aussi évoqué dans l'autre, ça c'était une autre étude de 64%. Wilson et collègues. C'est le même qu'on retrouve dans de mémoire à peu près dans l'expérience de Milgram, où il y a de la même manière, les sujets se déchargent de leur responsabilité, en l'occurrence sur l'autorité scientifique. Et c'est pour ça que ça me paraît éclairant cette notion de proposer que dans le cadre, il pourrait s'agir de passer d'une solidarité de fait inconsciente à une solidarité consciente dans laquelle on assume notre part de responsabilité. Complètement. Je suis une partie. Mais je pense que c'est une évidence. Je crois que personne ne peut nier qu'on fait partie du monde. Donc ce n'est pas une position idéologique. Je suis un 7 milliardième du monde. Et donc en ça, j'ai une responsabilité juste à partir de là. Je fais partie du monde. Et après, si je suis quelqu'un qui a envie d'agir, je suis la partie du monde sur laquelle j'ai le plus de possibilités. Et donc, et si le monde est interconnecté comme la science nous le montre, c'est-à-dire on est un monde, on est un système, et on sait que chaque partie du système influence tout le système, ça ne veut pas dire que je suis coupable de quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'étant une partie du monde, étant une partie interconnectée du monde qui agit sur le reste, j'ai une responsabilité fondamentale sur la manière dont fonctionne le reste du système. Alors évidemment, on pourrait aussi, et à nouveau c'est toujours dangereux parce que d'être caricatural, mais si on prend la fameuse métaphore du colibri, qui est en même temps très belle, mais ça dépend comment on la voit. Parce qu'on peut voir la métaphore du colibri aussi de manière néolibérale, en disant toi tout seul, fais ta part et puis c'est fini. Mais c'est pas ça qu'elle veut dire, parce que sinon, tu as un petit colibri tout cuit au-dessus du feu, et alors tu sers de plat un bon colibri grillé pour la personne qui vient mettre le feu à la forêt. Et c'est pas ça que ça veut dire, évidemment. Et la question, ce n'est pas la part en tant que chacun, en tant qu'individu, c'est nous, chacun, là où nous sommes en tant que partie du système. L'histoire du colibri, si on l'a racontée jusqu'au bout, elle nous dit qu'il y a peut-être l'éléphant qui, lui, peut creuser une tranchée pour empêcher les flammes de venir jusqu'à l'endroit où il y a un terrier. Que peut-être que le singe, qui lui peut sauter avec sa corde, sa liane va aller attraper un autre animal qui est derrière le rideau de flammes. Et comment chacun de sa propre responsabilité, en partant de là où il est et de ce qu'il peut faire, contribue au système duquel il fait partie. Et donc, bien sûr, pour moi, cette notion de responsabilité, elle est centrale. Et je trouve que c'est très beau comment vous l'illustrez. Pourquoi ? Parce que sinon, la responsabilité est souvent aussi utilisée comme argument dans un monde néolibéral pour remettre la culpabilité sur l'individu. Il est responsable de son état. Non, nous faisons partie d'un système, nous sommes contraints par le système, mais c'est de là où nous sommes, nous pouvons agir. Parce que sinon, ça serait terrible, évidemment. Et quand on voit aux théories de l'effondrement, moi je dirais, allez plutôt lire Une autre fin est possible, le dernier livre des trois compères, qui nous propose quelque chose de plus... Parce que la question de l'effondrement, elle est intéressante. C'est une hypothèse plausible, mais ce n'est qu'une hypothèse de toute façon. Et la question c'est, on pourrait aussi se retrouver face à l'effondrement. Si on n'est pas dans un travail de guerre de l'esprit, dans un désespoir, et alors la question c'est, mais construisez votre bunker, vous avez les moyens, ou ça ressemble presque au même, faites des petites solidarités pour vous survivre avec votre communauté. Mais bon, la question n'est pas là, c'est comment va-t-on préparer peut-être le monde de demain, mais comment est-ce qu'on va changer aujourd'hui, à partir de là où nous sommes, par une action collective, parce que sinon, ceux qui en souffrent le plus, ce sont toujours les gens qui ont le moins de moyens. Parce que ceux qui ont construit leur bunker et qui préparent leur milice privée, ben, ce ne sont pas les sans-abri, ce ne sont pas les déshérités, ce ne sont pas les réfugiés. Et donc, je pense qu'il est toujours important de ne jamais séparer la question de la lucidité de celle de la connaissance de soi et de la solidarité. Et en ça, j'adore le travail de Joanna Macy,
ce travail d'écologie profonde, d'éco-psychologie, qui est un travail extraordinaire. Et Joanna Macy, elle nous dit, si nous ne faisons pas ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, avec nos émotions, ça nous amène à quoi? À ce que vivent beaucoup de mes amis, qui n'est pas une critique, qui disent « je ne regarde plus les nouvelles, j'ouvre plus la télévision ». Pourquoi? Parce qu'on nous vend des mauvaises nouvelles et c'est horrible. Oui, mais il y a aussi une partie du monde qui fonctionne comme ça. Est-ce que ce n'est pas nécessaire, pour moi c'est indispensable de savoir ce qui se passe de terrible dans le monde? Parce que si on veut garder le cœur ouvert et être sensible, on doit faire l'économie de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Mais la question, c'est si je ne fais pas cela dans une attitude d'ouverture, de réconciliation avec mes propres émotions, alors je finis en burn-out de la compassion ou de l'empathie, ce n'est pas utile. Et donc la question, c'est comment je reste totalement sensible et ouvert à la douleur du monde. Comment, et là je parle de Joanna Macy, je n'ai rien inventé là-dedans, comment je prends conscience qu'une grande partie de mes difficultés, même psychologiques, émotionnelles, vient de ma souffrance pour le monde et pour la nature, et ainsi de suite. Et donc ce n'est pas une affaire personnelle. C'est parce que je suis interdépendant et que je ne reconnais pas que je prends la douleur du monde comme une douleur personnelle. Je ne sais pas si c'est clair quand je vous dis ça. Et dans la reconnaissance de ça, alors c'est très libérateur de me rendre compte que ma douleur n'est pas une affaire seulement personnelle. Que la douleur que je vis, le manque de sens, le sentiment parfois de dépression, vient aussi du fait que je suis connecté à un monde qui est en douleur, à une nature qui souffre et ainsi de suite. Et donc ça m'enlève une part de culpabilité peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est légitime d'avoir cette douleur-là. Et l'important, ça serait de se me réconcilier avec pour pouvoir avoir une action collective. Et Joanna Macy nous dit comment je peux ralentir la destruction du monde telle qu'elle est en train de se produire, au niveau de l'environnement, au niveau des êtres humains, et puis comment je peux comment je peux être lucide de savoir quelles sont les causes fondamentales de cette destruction-là, notamment en termes de mode de pensée, et ainsi de suite, et puis comment je peux construire ces nouveaux récits, ces nouveaux modes d'action collective, vers un monde différent. Donc pour moi, c'est une pensée fondamentalement politique. Elle n'invite pas à l'inaction, elle invite ensemble à se lever. Et donc, notre bonhomme là derrière, le barbu, pour ça, ce n'est qu'une représentation, évidemment, mais qui pour moi est importante, à l'action collective. Quel ouvrage de Joanna Macy vous recommandez? Alors, il y en a plein, mais ici... La version anglaise, parce que la version française est un peu... si vous lisez l'anglais, c'est bien. Alors, il y a celui-ci par exemple, éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre, si vous voulez en même temps avoir la pensée de Joanna Macy en partie bien sûr, et avoir les exercices qu'elle propose de cette réconciliation avec le vivant. Moi je trouve vraiment c'est une personne pas du tout assez connue, et l'influence c'est une des références centrales dans le travail de Pablo Servigne, de Gauthier Chapelle, de ces gens-là. Et d'ailleurs, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne sont des facilitateurs, et Isabelle Giraldo, du travail qui relie. Et notre ami a parlé de l'association Émergence, et ce que nous voulons participer, qui est notre petite goutte, c'est ça, c'est de dire comment la vie contemplative, ou la vie intérieure, ou la connaissance de l'esprit, est en lien avec une manière d'être plus solidaires les uns avec les autres, donc cette question de solidarité et de justice sociale, comment elle nous amène à davantage nous engager pour la justice sociale, et comment elle est liée aussi avec une attitude de soin et de care envers le vivant, les autres qu'humains, que sont les animaux et ainsi de suite, et puis toutes les formes de vie. Et comment il n'y a pas de contradiction là-dedans, comment ces différents champs se nourrissent les uns les autres. Je vous renvoie aussi, si vous voulez, des références au travail que je trouve super d'Abdenour Bidar, Les tisserands, comment réparer le tissu du monde déchiré. Abdenour Bidar ne dit que la même chose. Et donc, quand on va voir quelqu'un comme Abdenour Bidar, le travail de Chapelle, le travail de Mathieu Ricard, on voit des convergences aujourd'hui dans le monde, et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Abdenour Bidar qui a une pensée éminemment politique, je trouve, et qui nous dit il faut aujourd'hui mettre ensemble tous ces tisserands qui contribuent à réparer le tissu déchiré du monde, comme il le dit, et comment par une réappropriation d'une vie intérieure, donc la spiritualité, qui est un gros mot parfois chez nous, la spiritualité qui n'est pas la religion, qui n'est pas le dogmatisme, mais qui est cette exploration de notre vie intérieure, je ne sais pas si on peut le dire peut-être autrement, mais la vie d'esprit, par les liens avec les autres, et donc le triple lien, et puis par le lien avec le monde, la nature, le vivant.